Je m'appelle Martin et j'ai 32 ans. Mon mari Luc est parti à la guerre il y a 6 mois. Je suis restée seule dans notre appartement à l'étranger, à Singapour, là où nous nous étions installés pour son travail avant la mobilisation. Nous avons toujours été un couple solide, soudé, du genre à tout affronter ensemble. Mais la vie a décidé autrement. Quand Luc est parti, je pensais pouvoir tenir. Nous savions que ça arriverait un jour, nous en avions parlé, nous nous étions préparés. Du moins, c'est ce que je croyais. Les premières semaines, je me suis occupé l'esprit, travail, ménage, appels vidéo quand le réseau le permettait. Puis les lettres se sont espacées, les nouvelles sont devenues rares, et le vide s'est installé pour de bon. L'appartement, autrefois plein de nos rires et de nos habitudes, est devenu immense et silencieux. Même le bruit incessant de la ville derrière les fenêtres ne comblait plus rien. Les soirées étaient les pires, je restais assis sur le canapé, à fixer le vide, incapable de lire, de regarder un film, de dormir. J'avais l'impression que Luc avait emporté avec lui la moitié de moi. C'est à ce moment-là que mon jeune frère adoptif, Abel, 20 ans, m'a proposé de venir habiter chez nous le temps de son stage à Singapour. Nous n'avions jamais été très proches, il avait été adopté quand j'avais déjà 13 ans, et la distance avait fait son œuvre, mais l'idée de ne plus être seule m'a paru salvatrice. J'ai accepté avec joie. Quand il est arrivé, j'ai eu un choc. Le garçon timide et effacé dont je me souvenais n'existait plus. À sa place se tenait un jeune homme sûr de lui, grand, athlétique, avec un regard franc et une présence qui remplissait immédiatement la pièce. Je me suis surpris à le dévisager plus longtemps que nécessaire, à rougir quand il me souriait. Je me suis répété que c'était absurde, que c'était la solitude qui me jouait des tours. Mais le malaise ne partait pas. L'été à Singapour était étouffant. L'humidité collait à la peau, l'air était lourd même la nuit. Un jour, la climatisation de la chambre d'amis est tombée en panne. Impossible de trouver un technicien avant plusieurs jours. Je lui ai proposé de dormir dans notre grande chambre, là où le climatiseur fonctionnait encore. Après tout, on est frères, ai-je dit en riant pour détendre l'atmosphère. Il a hésité, puis accepté. Le premier soir fut étrange. J'étais déjà au lit en nuisette légère, il faisait trop chaud pour autre chose quand il est entré, torse nu, un short de sport comme unique vêtement. Il s'est assis au bord du lit, l'air gêné. J'ai tenté une conversation banale, mais chaque regard qu'il posait sur moi faisait monter la température d'un cran. On a fini par parler tard dans la nuit, de tout et de rien, de choses qu'on ne s'était jamais dites. Ses peurs, ses doutes, ses espoirs. Les miens aussi. Et dans l'obscurité, la frontière entre frères et sœurs et quelque chose de complètement différent a commencé à s'effacer. Les nuits suivantes furent pires. La tension était palpable. On dormait dans le même lit, à quelques centimètres l'un de l'autre, et aucun de nous n'osait bouger. On se tournait le dos, mais je sentais sa respiration, la chaleur de son corps. Je me répétais que c'était mal, que je trahissais Luc, que je trahissais tout ce que nous représentions. Mais la solitude et le désir avaient pris le dessus. Une nuit, la chaleur était insupportable. L'air était immobile, chargé d'électricité. Je n'arrivais pas à dormir. Je l'ai entendu se retourner plusieurs fois. Puis, dans le noir, nos regards se sont croisés. Sans un mot. Juste un mouvement lent, presque irréel. Sa main a effleuré la mienne. Je n'ai pas reculé. Le reste s'est enchaîné comme dans un rêve, ses doigts sur ma peau, son souffle contre mon cou, nos corps qui se trouvaient enfin. C'était tendre, intense, désespéré. Quand ce fut fini, on est resté allongés côte à côte, haletant, incapable de parler. Il a murmuré, la voix tremblante, « Tu es ma première ». J'ai ri nerveusement, essayé de détendre l'atmosphère, mais au fond de moi, je savais que plus rien ne serait comme avant. On n'en a presque pas reparlé. On a continué à dormir dans le même lit, à faire comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. Chaque regard, chaque effleurement était chargé de ce secret. Je me haïssais. Je l'aimais. Je ne savais plus qui j'étais. Et puis Luc est revenu. Un message du commandant, blessure grave, rapatriement anticipé. J'ai cru que le sol se dérobait sous mes pieds. Quand je l'ai vu descendre de l'avion, amaigri, l'épaule bandée,
le regard éteint, j'ai failli m'effondrer. Je l'ai serré dans mes bras en pleurant, mais ce n'était pas que des larmes de joie. Les premiers jours, il était trop fatigué, trop douloureux pour remarquer quoi que ce soit. Abel et moi faisions attention, évitions de nous regarder trop longtemps. Mais la tension dans l'appartement était devenue insoutenable. Un soir, Luc a voulu se reposer dans notre chambre. Je n'y ai pas prêté attention, jusqu'à ce qu'il m'appelle d'une voix blanche. Quand je suis entrée, il était debout près du lit, une boîte de préservatifs à la main, le visage déformé par la rage. Sous le lit, il avait trouvé un t-shirt d'Abel. Tout s'est écroulé en une seconde. Le combat qui a suivi fut horrible. Luc s'est jeté sur Abel, oubliant sa blessure. Abel n'a presque pas riposté. Je hurlais, je pleurais, je me suis jetée entre eux. Abel est parti sans un mot, les yeux pleins de larmes. Luc s'est effondré, tenant son épaule déchirée, me regardant comme si je venais de le tuer. Les semaines qui ont suivi furent un cauchemar silencieux. Luc parlait à peine. Je m'occupais de lui mécaniquement, mais chaque pansement que je changeais me brûlait les doigts. Je vivais dans la peur qu'il découvre le reste. Et puis un matin, vertige, nausée. Un test de grossesse. 2 barres. Le monde s'est arrêté. Je savais immédiatement de qui il était. Luc et moi n'avions pas fait l'amour depuis son départ. J'ai pleuré pendant des heures, seule dans la salle de bain. Garder cet enfant aurait tout détruit définitivement. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas lui faire ça, ni à Luc, ni à moi-même. J'ai pris rendez-vous à la clinique. Le jour venu, je me souviens à peine du trajet. Tout était flou, lointain. Quand c'est fini, je suis rentrée, vide. Plus vide que je ne l'avais jamais été. Luc a fini par comprendre qu'il se passait quelque chose de plus grave. Un soir, à table, il m'a regardé droit dans les yeux. Tu n'es plus le même. Dis-moi la vérité, Martin. Je n'ai plus pu mentir. J'ai tout avoué. Le bébé. Abel. L'avortement. Chaque mot me déchirait la gorge. Il a blanchi, s'est levé, a serré les poings jusqu'au sang. Tu es en train de me dire que tu as couché avec ton propre frère, et que tu as avorté de son enfant? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il a crié. Il a pleuré. Il m'a traité de tous les noms. Puis, d'une voix glaciale. Je veux le divorce. Je n'ai même pas essayé de le retenir. Je savais que c'était fini. Aujourd'hui, Luc est parti. Abel a disparu de ma vie. Je vis seule dans cet appartement trop grand, entouré de fantômes. Chaque pièce me rappelle ce que j'ai détruit. Je me réveille la nuit en hurlant, hantée par le souvenir de ce que j'ai fait, de ce que j'ai perdu, de ce que j'ai tué. Je vais voir une thérapeute. Je marche des heures dans la ville. J'essaie de respirer. Parfois, j'arrive presque à me pardonner. Presque. Je ne sais pas si je pourrai un jour me regarder à nouveau dans une glace sans avoir honte. Je ne sais pas si je retrouverai un jour l'amour, la paix, ou simplement la capacité de vivre sans que tout me fasse mal. Mais je suis toujours là. Et pour l'instant, c'est déjà beaucoup. Les mois suivants furent un lent, gris, presque sans couleur. Je continuais à vivre dans l'appartement, parce que je n'avais nulle part ailleurs où aller et parce que partir aurait signifié admettre que tout était vraiment fini. Je travaillais à distance, je mangeais à peine, je dormais mal. Les voisins avaient dû entendre les cris le soir de l'explosion, depuis, ils me saluaient à peine dans l'ascenseur. J'étais devenu l'homme dont on parle à voix basse. Un jour de novembre, la pluie tropicale tombait si fort que les rues de Singapour ressemblaient à des rivières. J'étais assis sur le balcon, une tasse de thé froid à la main, quand mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu, indicatif français. C'était Abel. Sa voix était plus grave que dans mon souvenir, comme si ces quelques mois l'avaient vieilli de 10 ans. « Martin, je peux te parler ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai senti mon cœur cogner si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. « Où es-tu » ai-je fini par demander. « Chez maman. En France. Je suis rentrée juste après, tu sais. » Un silence. Puis.
Je ne t'appelle pas pour te supplier ou pour te faire du mal. Je voulais juste savoir si tu allais bien. Vraiment. Je n'allais pas bien. Mais je n'ai pas réussi à le dire. J'ai éclaté en sanglots, là, sur le balcon, sous la pluie, comme une digue qui cède enfin. Il m'a laissé pleurer. Longtemps. Puis, très doucement. Je suis désolée. Pour tout. Je n'ai jamais voulu détruire ta vie. Je croyais que c'était de l'amour. Peut-être que ça l'était. Mais c'était surtout égoïste. J'ai profité de ta solitude. Je m'en veux tous les jours. Je n'ai pas su quoi répondre. J'étais en colère contre lui, contre moi, contre le monde entier. Et en même temps, entendre sa voix faisait remonter une chaleur que je croyais morte. On a parlé presque 2 heures. Il m'a raconté qu'il voyait un psychologue, qu'il avait arrêté ses études pour travailler, qu'il essayait de réparer ce qu'il avait cassé en lui. Moi, je n'ai presque rien dit de ma vie, juste que Luc était parti signer les papiers du divorce la semaine précédente, que j'allais sans doute devoir vendre l'appartement. À la fin, il a murmuré. Si un jour tu veux me revoir, même juste pour me gifler, je serai là. Je te dois au moins ça. J'ai raccroché sans répondre. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi plus de 3 heures d'affilée. Décembre est arrivé. J'ai reçu une lettre officielle, le divorce était prononcé. Luc avait tout laissé à mon nom, l'appartement, les meubles, même la voiture. Un dernier geste de colère ou de pitié, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché à le recontacter. Un soir, en rangeant les affaires de Luc restées dans le dressing, je suis tombée sur une vieille boîte à chaussures. À l'intérieur, des photos de nous 3, Luc, moi, et Abel enfant, lors d'un Noël il y a 15 ans. On riait tous les 3 devant un sapin ridicule. Abel devait avoir 8 ans, il me regardait déjà avec cette admiration muette que j'avais oubliée. J'ai pleuré encore. Mais cette fois, c'était différent. Plus doux. Comme si je pleurais enfin la famille qu'on aurait pu être, et non plus seulement celle que j'avais détruite. Janvier. J'ai trouvé un petit studio en colocation avec 2 filles expatriées, près de Orchard Road. J'ai vendu l'appartement. Avec l'argent, j'ai remboursé les dettes de Luc à l'armée et mis le reste de côté. Je ne voulais plus rien qui me rappelle cette vie-là. Le jour du déménagement, j'ai gardé une seule chose, la photo de ce Noël ancien. Je l'ai glissée dans mon portefeuille. En mars, j'ai pris l'avion pour Paris. Pas pour Abel. Pas pour Luc. Pour moi. J'avais pris rendez-vous avec une thérapeute spécialisée dans les traumas familiaux et sexuels. J'ai passé 3 semaines dans un petit hôtel près de Montmartre. Je marchais beaucoup. Je pleurais dans le métro. Je commençais à respirer à nouveau. Un après-midi, alors que je buvais un chocolat chaud place des Abbesses, j'ai reçu un second appel d'Abel. Je suis à Paris, ai-je dit simplement. Silence au bout du fil. Puis. Est-ce que tu accepterais qu'on se voie? Juste un café. Pas plus. Si tu dis non, je disparais pour toujours. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à la photo dans mon portefeuille. À la gamine de 8 ans qu'Abel regardait avec des étoiles dans les yeux. À l'homme que j'étais devenu malgré tout ça. Oui, ai-je répondu. Juste un café. On s'est retrouvés dans un petit bistrot rue des Martyrs. Il avait maigri. Les cernes sous ses yeux étaient plus profonds. Il n'a pas essayé de me toucher, ni même de me serrer dans ses bras. On s'est assis face à face, comme 2 étrangers qui se connaissent trop. On a parlé pendant 4 heures. De tout sauf de ça. De nos enfances séparées, de nos parents adoptifs, de nos peurs d'aujourd'hui. Il m'a avoué qu'il était bisexuel et qu'il n'avait jamais osé le dire à personne avant moi. Je lui ai raconté la thérapie, les nuits blanches, le vide qui commençait à se remplir autrement. Quand on s'est levé, il m'a demandé, la voix tremblante. « Est-ce que tu penses qu'un jour, tu pourras me pardonner ?» Je l'ai regardé longuement. « Je ne sais pas, Abel. Mais je commence à me pardonner à moi. C'est déjà beaucoup. » Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. On s'est séparés sur le trottoir. Pas d'accolade.
Juste un regard. Long. Vrai. De retour à Singapour en avril, j'ai recommencé à vivre. Vraiment. J'ai retrouvé un travail à mi-temps dans une ING qui aide les vétérans et leurs familles. J'ai recommencé à rire avec mes collègues. J'ai repeint mon studio en blanc et vert clair. J'ai acheté des plantes qui, pour une fois, n'ont pas fané. Certains soirs, je reçois encore un message d'Abel. Jamais pressant. Jamais lourd. Juste, ça va, ou une photo de la scène, un morceau de musique qu'il aime. Je réponds. Parfois non. On avance chacun de notre côté, mais plus tout à fait ennemi. Luc, je l'ai croisé une fois, par hasard, dans l'avion qui me ramenait d'Europe. Il était en escale, en route pour le Canada. On s'est regardé. Il a hoché la tête. J'ai hoché la tête. On n'a pas échangé un mot. Mais dans ses yeux, il n'y avait plus de haine. Juste une grande fatigue. Et peut-être, quelque part, un peu de paix. Je ne suis pas guéri. Il y a des nuits où je me réveille encore en sueur, où je revois le visage de Luc déformé par la douleur, où je sens le vide laissé par cet enfant qui n'a jamais vu le jour. Mais je vis. Je ris parfois. Je dors mieux. Je regarde les gens dans les yeux. Un jour, peut-être, je retomberai amoureux. D'une femme, d'un homme, je ne sais pas. Mais ce sera quelqu'un qui n'aura pas besoin de porter mes fautes à ma place. Et quand quelqu'un me demande aujourd'hui comment je vais, je réponds. Je vais. C'est déjà énorme. Je ne suis plus Martin l'homme qui a tout détruit. Je suis Martin l'homme qui recommence. Et ça suffit. Pour l'instant, ça suffit.